1994, Patrick Sobelman filme chez elle sa grand-mère, Golda Maria Tondowska. Face à lui, les souvenirs reviennent, son enfance en Pologne, son arrivée en France, son amour jamais éteint pour ce pays, les années d'occupation, la déportation à Auschwitz et à Bergen-Belsen et le retour en France. En somme, une traversée du siècle racontée devant la caméra de son petit-fils, devenu aujourd'hui un film, Golda Maria, réalisé par Patrick Sobelman et son fils, Hugo Sobelman. Patrick Sobelman, bonjour. Bonjour. Hugo Sobelman, bonjour. Bonjour. Tu es né en quelle année 1910. Donc tu as 84 ans. Je suis née en Pologne. Ils m'ont inscrit à l'école pour tout Maria. Mais ton vrai prénom c'est Golda. Oui. Ça a commencé comme ça. Et dit à mon frère, à m'en ficher les camps aujourd'hui. Partez tout de suite. Et c'est là que je quitte l'Allemagne avec mon frère. Ma première question, c'est ce film-là, vous le tournez en 1994, de manière amateur, au sens où c'est à usage personnel, ce n'est pas encore destiné à être présenté au grand public. En 1994, ce n'est pas un usage courant de filmer ses proches déportés, ses proches ou parents déportés. Nous ne sommes pas encore pleinement installés dans l'ère du témoin. Nous sommes juste après Shoah et la liste de Schindler, mais véritablement juste après. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à effectuer ce geste qui n'est pas si courant? Alors, ce qui me pousse, c'est... je venais de finir de produire un film qui s'appelait Premier Convoi, qui est un documentaire qui est passé sur Arte, dans l'unité de Thierry Garel, qui raconte le témoignage des 12 survivants du convoi numéro 1, parti de Drancy pour Auschwitz le 27 mars 1942. Et le film retrace le parcours depuis leur arrestation, Drancy, le départ, le retour à l'hôtel Lutetia. Et après avoir passé donc un an à accompagner ce film, je me suis dit que j'avais quand même tout à côté de moi quelqu'un qui n'était pas certes du premier convoi, qui était de l'avant-dernier convoi, mais qui avait également des choses à raconter, et des choses différentes à raconter, et très fortes, et avec qui j'avais un lien privilégié. Donc c'est à ce moment-là, et puis entre-temps mes enfants étaient nés, Hugo et son petit frère Théo étaient nés, et du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour qu'elle témoigne. Elle avait envie, elle n'avait pas beaucoup raconté, elle avait déjà 84 ans, elle avait toute sa tête, c'était le bon moment. Quand vous dites qu'elle n'avait pas beaucoup parlé, c'est-à-dire que vous n'aviez pas grandi spécialement dans le récit de ces années de déportation. Elle le dit un petit peu dans le film. Elle dit d'ailleurs vers la fin du film, elle dit j'ai pas passé ma vie à vous raconter tout ça, à vous embêter avec tout ça. Ce qui est vrai. Elle fait partie de cette génération de rescapés qui ne parlaient pas parce qu'elle ne pouvait pas raconter, parce que c'était indicible, parce que les autres n'étaient pas prêts à entendre, parce qu'il fallait vivre. Il y a plein de raisons qui sont conjuguées pour ne pas parler. Et puis, mais malgré tout, le numéro sur le bras, le médaillon de Robert qu'elle portait tout le temps sur elle, et puis quand même, tout le monde savait qu'elle avait été déportée à Auschwitz. Au fur et à mesure que j'ai grandi, adolescent, jeune adulte, on a compris ce que ça voulait dire. Donc je savais que ma grand-mère était une rescapée des camps de la mort. Alors, justement, pourquoi faire ce film-là aujourd'hui ? En 2022, c'est-à-dire quoi, oui, plus de 2 décennies plus tard. Alors, il y a un moment où justement il est plus courant d'interroger ces survivants. Alors il y a plusieurs réponses possibles. La réponse la plus factuelle, c'est de dire que je croyais avoir fait le travail en filmant ma grand-mère en 1994 et en faisant des copies VHS des rushs pour les enfants, et que du coup le témoignage était enregistré, c'était fait. Et en fait, c'est ma femme, Alice, qui venait de produire un film en Pologne, et qui m'a dit, mais en fait, tu ne connais pas cette histoire, parce que tu n'es pas rentré dans la matière, tu t'es contenté d'enregistrer, ce qui est vrai, mais tu n'as pas travaillé ça. Et par ailleurs, personne ne le regarde, parce qu'on ne regarde pas 10 heures de rush. Voilà. Et c'est elle qui m'a poussé à envisager d'en faire effectivement une version courte, toujours pour la famille, pas un film, toujours pour l'intérieur du cercle familial,
mais que les enfants, les petits-enfants pourront voir parce que c'est plus facile. Et à ce moment-là, il me fallait absolument que quelqu'un le fasse avec moi, parce que moi je sais pas monter un film, je sais pas du tout, ni techniquement, ni même philosophiquement. Et à ce moment-là, j'ai proposé à mon fils, à Hugo, de m'accompagner, parce que Hugo, entre-temps, était devenu réalisateur de documentaires, en montant lui-même ses films, et du coup, c'était évidemment la bonne idée, c'était qu'on fasse ça ensemble. Après, l'autre réponse que je peux donner très rapidement, c'est de dire que pourquoi j'ai mis 25 ans, pourquoi il m'a fallu 25 ans pour réaliser ça, ça c'est une question beaucoup plus complexe que dans lequel je suis en train de plonger pour essayer de comprendre. Pourquoi est-ce que le silence qui nous a été imposé s'est retransmis et nous a rendu incapables de faire? Tu sais ce qu'on a dit toujours, comment qu'on faisait manger, ça c'est extra. On s'invitait chacun chez une autre et on faisait à manger, on faisait des plats, nous. Ça nourrissait, tu peux pas t'imaginer. Entre nous, on fait des... Qu'est-ce que... Avec quoi? Avec quels aliments? Avec rien, avec les parler. Ah, oui. Ah, vous parliez de repas. Oui, on a dit, tiens, tu m'invites aujourd'hui, qu'est-ce que tu m'offres? C'était extra. Et c'était ça à Bergen-Belsen, c'était... Et on se rappelle encore aujourd'hui, quand il me dit, tu te rappelles les plats que nous sommes faits. C'est extra cette histoire de vouloir faire à manger. Qu'est-ce que tu me fais à manger aujourd'hui? Qu'est-ce que toi tu me fais? Voilà, on se nourrissait avec ça. Il y a une chose aussi assez particulière dans la démarche de votre film, c'est que vous êtes un petit-fils et j'ai juste à côté de moi l'arrière-petit-fils. Ouais. Donc il est plus fréquent lorsque les déportés sont interrogés par un membre de la famille, que ce soit leur fils ou leur fille. Là, véritablement, on est 2-3 générations plus loin. Alors, ma mère aurait été bien incapable d'interroger sa mère, et souvent, c'est souvent les petits-enfants qui ont interrogé les grands-parents. Ce qui est moins fréquent, effectivement, c'est que ma grand-mère, qu'elle a vécu très longtemps, a bien connu son arrière-petit-fils, ses arrière-petits-fils. Et Hugo, on parlera mieux que moi, avait une relation très forte avec ma grand-mère, avec son arrière-grand-mère. Alors justement, quels étaient vos rapports? Moi, mon rapport avec ma grand-mère, moi, la première cuite de ma vie, je l'ai prise avec ma grand-mère. Voilà. Donc, j'avais une relation très, très, très intime avec elle, et même, on a habité ensemble à un moment donné pendant quelques mois. Hugo, son frère Théo et moi, on a habité chez elle entre 2 appartements pendant quelques mois. Donc oui, on avait une relation très très, je sais pas comment la qualifier, très 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 aimante, très 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 douce, très familiale, et pas du tout obligée. Enfin, oui. À l'époque à la période où elle est filmée, où Patrick la filme, moi je suis petit, j'ai 6 ans. Donc cette femme-là, disons que je l'ai vue plus que je ne l'ai connue. Je l'ai fréquentée plus que je ne l'ai connue vraiment, même si on avait une relation très aimante et proche. Et puis un peu plus tard, quand je me suis un peu plus en tant qu'adolescent intéressé à elle, ou essayer de comprendre, pareil, ce tatouage sur le bras, voilà, ce sont des choses qui sont évoquées, même dans le film. Elle parle de mon cousin David, qui a le même âge que moi et qui pose cette question. Elle en parle à la fin du film, d'où vient ce tatouage. Disons que moi, c'est ce que je reconnais le plus de ce que j'ai à travers le film, de ce que j'ai connu d'elle, c'est son esprit. C'est son esprit, c'est sa joie d'être en famille, de rassembler, d'avoir une belle table. Voilà, moi je reconnais beaucoup ça. J'ai tellement de la chance d'avoir des enfants et des petits-enfants et de tout le monde que c'est un petit épisode, c'est rien d'extraordinaire. Il y a d'autres qui ont beaucoup plus souffert que nous. Nous, on a souffert beaucoup avec ces bêtes que nous courions chez nous et tout. Mais moi, je suis heureuse parce que je suis une femme heureuse. Je suis une grand-mère heureuse. Et si mon petit-fils fait ces films, c'est parce que pour montrer mon grand amour pour tous mes enfants et tous mes petits-enfants, qu'eux ne voient plus jamais ça.
il y a une chose que je vous demanderai d'expliciter, qui est le titre, Golda Maria. Parce qu'en fait, ce titre en fait, raconte en partie toute une vie, en fait. À savoir deux prénoms qui racontent aussi deux identités. Une identité à l'extérieur, qui est Maria, qui n'est pas tout à fait elle, mais qui devient elle aussi. Et Golda qui renvoie directement, qui est sa véritable identité, et qui renvoie à justement son judaïsme. Comment est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ces deux prénoms? En fait, moi, ma grand-mère s'appelle Maria, pour moi. Et mon arrière-grand-mère. Et ton arrière-grand-mère s'appelle Maria. Et pour Simone, ma mère, c'est Maria. Moi, j'ai découvert qu'elle s'appelait Golda. Golda Malka. Golda Malka dans le film. Je ne savais pas qu'elle s'appelait Golda. Pour moi, c'est Maria. Maria Eisenberg, née Tondowska. Voilà. Et en découvrant effectivement que sa véritable identité, c'est Golda, du coup, on a choisi Golda Maria parce que ça devient celle qu'on connaissait et celle du film dont on va pas raconter la vie. Sa relation au judaïsme était une relation, comment dire? Déjà le fait, comme on lit dans le film, elle ne parlait pas le yiddish. Voilà. Bon, elle parlait allemand. Et comme elle parlait plus allemand après la guerre, elle parle plus ni le yiddish ni l'allemand. Donc il n'y avait plus que le français. Bon, son rapport à la judaïté était à un moment donné vraiment très lié aux fêtes de famille qu'on faisait à la maison, c'est-à-dire les grands dîners de Pessah ou de Kippour ou de Rosh Hashanah qu'on faisait à la maison, où il y avait les chandeliers sur la table, mais il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas de, on n'allait pas à la synagogue, enfin il y avait aucune tradition religieuse dans la famille. Et d'ailleurs, tradition aussi pratique plutôt. Il y avait aucune pratique religieuse. Il y avait une tradition familiale. Voilà. Sur le dispositif que vous adoptez, parce que c'est véritablement un dispositif, elle est véritablement en face caméra. Ouais. De manière fixe, ouais. Vous ne cherchez aucun effet. Quand vous choisissez ce dispositif, quel résultat en espérez-vous? Alors, je pense que j'étais incapable de faire autre chose que ça. Mais en fait, à ce moment-là, ce que je voulais, c'était fixer sa parole et fixer son image sur un support qui allait rester. Et il se trouve que le dernier jour, la lumière commence à tomber. C'est dans les dernières séquences du film, dans les lumières un peu bleues la lumière du jour tombe. Elle me raconte des choses très fortes et très intimes, notamment sur l'histoire de la réparation, sur tout ça. Et je vois que la batterie faiblit et que je vais bientôt plus avoir de batterie. Et je suis en panique complète. Ça, je m'en souviens, c'est le seul tour où je me souviens de ce tournage. Je suis en panique parce que ça va couper, j'ai plus d'autres batteries, donc je ne vais pas pouvoir enregistrer des choses extrêmement importantes qu'elle est en train de me dire. Et là, je fais un geste absolument insensé, qui n'a absolument aucun sens. Je prends la caméra, je la sors du pied, je la mets devant moi, vous savez, c'est les caméras avec le viseur devant moi, comme ça. Et je m'approche d'elle et je la filme comme ça. Et donc à ce moment-là, c'est le seul moment du film où elle ne me regarde pas moi, elle regarde la caméra. C'est-à-dire qu'elle me regarde moi qui suis derrière la caméra. Et donc elle a un regard caméra, en gros plan parce que je me suis approché, et c'est la dernière image du film. Et qui est une image forte, d'ailleurs qui nous a donné l'idée qu'il y avait quelque chose à faire avec ce matériel-là, parce que l'image est entre ce qu'elle dit et l'émotion qui se dégage de ça. Mais c'est un hasard complet. Enfin, c'est une absurdité même ce plan. Enfin, il est tout sauf réfléchi. C'est juste un plan paniqué. On est arrivé à Auschwitz et à la gare. C'est là que j'attendais crier derrière moi en toutes les langues. Ça, c'était un combat qui venait de France. Donnez vos enfants aux gens âgés. Mais d'une façon, puisqu'ils n'ont pas le droit, ils sont venus des Juifs qui sont à Auschwitz ramasser des autres Juifs avec tous ces casseroles des affaires, des tout. Et là, ils ont crié, tu sais, c'est des choses qui restent. C'est comme une voix qu'on entendrait passer comme ça, donner les enfants aux gens âgés. Donc avant, on était alt devant, j'ai donné le Charlet et Robert à ma belle-mère. Et j'ai dit, nous on a cru ma belle-mère, j'ai dit, gardez les enfants, maman. Alors, et là, on était séparés. Enfants, femmes.
Les enfants, alors quand Robert, je l'ai donné dans la main de ma belle-mère, il a hurlé « Maman, où vas-tu » Ça aussi, je n'ai pas oublié. Et j'ai dit, on n'était pas bien, tu sais, on était bien. L'Allemand voulait me passer de l'autre côté. Il y a une femme avec qui j'étais en passant, elle dit, non, 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 sie ist nicht krank. Elle m'a tiré vers elle. Pourquoi elle m'a tiré vers elle, je n'en sais rien. Tu vois, c'est... Allemande. Non, non, c'est nous, dans notre combat des Juifs, quand nous étions ensemble. Et je sais qu'après, elle était une grande résistance, elle est morte à Bergen-Belsen. Elle m'a tiré vers elle, donc les enfants et ma belle-mère sont partis dans le combat, directement dans la chambre à gaz. D'abord, une chose frappante avant les années d'occupation puis la déportation, c'est le fait que c'est une femme qui est à la fois qui est entre la Pologne, l'Allemagne et la France, Ouais. mais avec in fine un amour éperdu de la France Ouais. et de sa culture. Ouais. Comment situez-vous justement cette triple identité entre la Pologne, entre l'Allemagne et la France? Et comment expliquez-vous qu'il y ait eu, que ça aboutisse à un tel amour pour son dernier pays d'adoption? Alors, la Pologne, c'est assez simple. Elle a quitté la Pologne, elle était très jeune. Elle a quitté la Pologne à cause des pogroms. Et je pense réellement que la Pologne, c'est pas une, il n'y a pas de lien particulier, de lien affectif particulier. Elle a même, moi j'ai entendu me dire, après la guerre, je peux pardonner aux Allemands, jamais aux Polonais. Donc je pense que ce retour en Pologne, au camp d'Auschwitz, l'a définitivement coupé avec ses origines polonaises, qui n'étaient pas très grandes parce que, comme vous voyez dans le film, elle se souvient plus vraiment bien, même des villes où était en Pologne. L'Allemagne, c'est autre chose. Elle a vécu à Berlin, et elle a été heureuse à Berlin. Les années 20, ces années d'adolescence, ont été des années extrêmement heureuses. Elle a fui contre son gré l'Allemagne. Alors évidemment, après, c'est compliqué. Après la guerre, c'est compliqué. Elle est jamais retournée en Allemagne. Elle n'a plus jamais parlé allemand. Mais je me souviens quand même que quand il y a eu la poignée de main, enfin l'image de Helmut Kohl et de Mitterrand à Verdun, cette image où ils se tenaient la main tous les deux, elle s'est levée, elle était très émue. Enfin, elle s'est levée devant la télé, je dis pas qu'elle s'est mise au garde à vous, mais elle a été très émue de cette réconciliation. C'est-à-dire que quelque part, c'était important. Voilà. Après, l'amour de la France, c'est Badinter en parle très très bien dans son bouquin sur Idriss. Oui. C'est-à-dire que pour tous ces juifs d'Europe centrale qui sont arrivés en France, la France représentait des valeurs républicaines, des valeurs d'égalité, de fraternité extrêmement fortes, de la culture, de tout ça, était un espèce de modèle. Et moi, quand j'entends Maria, quand elle parle de ça, quand je lis le livre de Badinter, je me dis qu'on a beaucoup perdu. En un demi-siècle. On a énormément perdu. Aujourd'hui, on ne vient pas en France pour les valeurs qu'elle représente. Je sais pas, j'ai l'impression que cette image-là, cette réalité peut-être de la France-là, n'est plus la même. Cette capacité d'accueil notamment. Ce film, s'en est-elle préoccupée après l'avoir tourné? Vous avez demandé ce qu'il devenait? Je ne crois pas. Elle ne m'a jamais demandé à le voir. Parce que je pense que ça n'a jamais été évoqué comme un film. Il faut faire une distinction. Oui, c'est devenu vraiment un film 25 ans plus tard, un objet. Jusque-là, c'est comme un album photo de famille. C'est pas du tout la même chose que de faire une exposition photo. Je pense que elle n'a jamais pensé à ça comme un film. Elle a pensé à ça comme une mémoire pour sa famille, quelque chose qui se transmettra certainement, mais certainement pas dans ces proportions-là. Donc je comprends, je pense qu'elle s'en est jamais souciée parce que ça n'a jamais été évoqué comme ça. Et d'ailleurs, ma mère, qui était très soucieuse, elle, de ce qu'il y avait dans ces roches, n'a pas voulu le voir avant 2011, c'est-à-dire après la mort de ma grand-mère. Elle a attendu que ma grand-mère soit partie pour enfin voir les cassettes. Donc elle est partie à 102 ans. Elle est partie à 102 ans, en 2011, oui. 2010. 2010, novembre 2010.
Et donc de 94 à 2010, ce qui fait quand même 16 ans. En 16 ans, ma mère, qui avait très envie de savoir ce qu'il y avait dans ces roches, ne l'a jamais demandé et ne les a jamais vus. Patrick Sobelman, merci beaucoup. Hugo Sobelman, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que votre film, Golda Maria, sort sur les écrans le 9 février dans toute la France. Merci beaucoup et à très bientôt pour une émission cinéma sur Academ. Et on était ramassés par les Allemands le 1er mai, tu sais, avec le muguet de Drancy à Paris, 3 jours. Ils ont fait très vite. Tu te souviens du numéro de ton convoi? 75. C'est l'avant-dernier. Oui, c'est l'avant-dernier. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Auschwitz. C'est là que j'attendais crier derrière moi. Donnez vos enfants aux gens âgés. J'ai donné Robert à ma belle-mère. J'ai dit gardez les enfants. Et là, on était séparés. Ayez du courage, c'est la fin. Nous venons de Berlin. Tout est kaput. Vous êtes sauvés. Nous, on n'a pas eu croire.